Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le Centre national de météorologie d'Haïti confirme la présence d'un front froid qui traverse le pays et qui a occasionné des averses de pluie sur tout le pays. Toutefois, les responsables du Centre national de météorologie annoncent que des améliorations seront visibles à partir du mercredi 1er avril. Ronald Semelfort, directeur général du Centre national, invite les habitants des zones exposées aux inondations, éboulements, glissements de terrain, à suivre les consignes de sécurité des autorités, consistant essentiellement à se faire héberger chez des parents ou des proches qui résident dans les lieux plus sûrs afin d'éviter toute catastrophe pouvant conduire à des pertes en vies humaines. Ronald Semelfort est au micro de Jean-Guy Sadrak Mimé. Eh bien, dans ça concerne les conditions météo et pour le pays, pardon, eh bien, et depuis quelques jours, il y a un système dans le jargon météo qui est le front froid. Donc, ce système est en fait la caïpanon que nous sommes surtout habitués à lui par rapport à temps et nordé. Eh bien, c'est lui-même qui a vraiment influencé les conditions météo et puis qui a continué à influencer lui encore pendant peut-être au moins 12 à 24 heures, ça a venir là encore. Donc, mais cependant, et tout modèle est montré dans le moment ça, côté front ça, il était de manière quasi stationnaire sous côte nord pays d'Haïti. Eh bien, et modèle de montré ou insisté au modèle à une amélioration graduelle qui a continué faite de telle sorte que demain et France est capable pas exister encore côté capable de se déplacer là entre l'autre petit système et météo que dans le jargon pas encore météo qui est creux de surface comme ça. D'un côté demain et nous capable des éclaircies et avec le soleil là nous capable de venir demain, mais par contre dans l'après-midi capable toujours gagner possibilité pour la pluie tomber. Donc c'est ça fait Centre national météorologie toujours mettre avec secrétariat permanent qui gère les affaires avec des astres pour demander tout le monde qui habite dans une zone sensible à inondation, glissement de terrain, éboulement, et bien même si les conditions météo capables d'améliorer, eh bien, il faut que toujours continuer à prendre un peu de précaution, montrer très vigilant, très réactif, surtout dans la zone Sahel, et bien pour essayer d'abriter en lieu sûr et dans le moment ça qu'on a parlé là. Amélioration, il commence déjà, nous disons que font ça, il n'est pas situé sous tout le pays encore dans le moment côté n'a parlé là, c'est surtout sous côte nord pays, il est situé bien sûr, il y a des conditions d'humidité qui étendent vers le bas sur tout le reste du département, pour continuer à bonne la pluie, c'est ça que nous devons temps ça dans le département ouest et par exemple. Mais comme on dit, c'est graduellement amélioration ça à la fête et puis jusqu'à demain. Donc l'activité la pluie, elle commence déjà à diminuer sur la majorité des départements dans le pays. Il commence à diminuer déjà. Donc nous la continuer et graduellement de telle sorte que demain nous sommes capables de jouer un meilleur ensoleillement et puis dans l'après-midi toujours un petit risque et la pluie qui est capable toujours provoquer quelques inondations parce que sur là, il est un peu saturé. Donc c'est ça que fait l'autre fois encore, on a demandé tout le monde qui habite dans une zone sensible, même si nous avons amélioration en fait dans les conditions de temps, mais continuer à montrer nous très vigilants, très réactifs. L'inspection générale de la police nationale rappelle à l'intention de tout policier désireux de participer aux prochaines élections à un poste électif de démissionner de sa fonction conformément au règlement de la police. Mark Wilkins-Jean, porte-parole de l'IGPNH, exprime clairement la volonté de l'institution à sévir contre tout agent de la police qui tenterait d'influencer et de saper le processus électoral. Il invite les policiers à la neutralité et à faire preuve de professionnalisme en vue d'éviter les sanctions réservées par l'institution à tout contrevenant. Suivons Mark Wilkins-Jean. Donc, quel que soit un policier qui est en fonction, qui voulait briguer un poste électif, donc il faut lui démissionner. Donc, c'est le principe au niveau de la police nationale, ou démissionner pour aller dans l'élection. Donc, par rapport à la question électorale, ou bien comportement policier qu'on gagne dans la question électorale, donc, pour nous discuter dans la thématique que nous avons traitée, c'est le fait que les policiers sont supposés
gagner une certaine neutralité par rapport avec questions idéologiques, par rapport à questions religieuses, par rapport avec questions politiques, même si en tant que citoyen, il y a des sensibilités politiques. Mais en tant que policier, donc ça veut dire position politique, li pas capable d'influencer le travail, soit à soutenir un candidat en particulier, soit à aller faire fraude pour un candidat en particulier. Donc ça veut dire, dans la période électorale, même gens, inspection générale, toujours occuper la rue dans toute situation, côté des policiers dans la rue. Donc l'inspection générale même là pour lui superviser le travail à la police et prendre des sanctions chaque fois que la situation s'est opposée. Non, depuis le manifester intérêt pour l'élection, donc il fait pour le démissionner. Il n'est pas démissionnaire, donc une fois que d'ailleurs la liste électorale, c'est une liste candidat, donc c'est des listes qui publiques, donc si lui-même n'a pas fait ça, automatiquement il est au courant, donc il révoque le d'office. Pour le cas, il a toujours fait une demande de réintégration, donc qui peut l'analyser par inspection générale, même gens que pour n'importe qui policier qui est en dehors de la police, là, les cas font toujours une demande de réintégration, mais donc ça veut dire qu'il n'est pas capable de tourner d'office, donc ça veut dire dans l'élection et puis là il retourner et reprendre poste. Et nous avons traité plusieurs cas comme ça, oui. Et sur la dernière élection, nous avons au moins 3 cas de demande de réintégration ou bien des gens qui estiment son violation de leur droit puisque tu as l'élection et puis ils n'ont pas qu'à retourner dans la police là. Alors il y a même des civils doux, même des employés administratifs. Donc, les mêmes players, il y a 2 cas d'employés administratifs qui étaient des candidats à la députation, donc qui étaient dans l'élection, donc qui pas bon, mais mettez au doigt dans la police là. Actuellement, moi, quand dossier ça, il y a des demandes de réintégration au niveau inspection générale. Tenu ce mardi 31 mars d'une séance de formation sur le budget de la République à l'intention des dirigeants et membres de différents partis politiques du département de l'Ouest devant prendre part aux prochaines joutes électorales. Initiative de l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA avec le support financier de l'Union européenne. Cette activité vise à permettre aux membres de partis politiques de mieux comprendre le budget de la République et de mieux se préparer pour diriger s'ils parvenaient à prendre les rênes du pays. Compte rendu signé Nancy Lenné sur des images réalisées par Moralus Fablemont. C'était l'occasion pour les conférenciers d'expliquer ce que c'était quand on fait référence au budget de la République. Et c'est sous ce thème budget de la République et vision politique que l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA a organisé une journée de réflexion. Le public visé par cette initiative est bien entendu les dirigeants des partis politiques, surtout ceux qui sont engagés dans le processus électoral. L'idée est de leur donner des outils sur la compréhension du budget et être en mesure de faire face aux défis financiers une fois arrivés au pouvoir. Marie-Laurence Josselin-Lassègue est la présidente de l'IDEA. Donc en fait, c'est doter ces bails à partis politiques, outils, instruments pour que que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, et nous connaissons que Christian Farel insister sur budget municipal. Donc c'est vraiment outiller, instrumentaliser partis politiques pour que en dedans espace électif, les collectivités territoriales, le Parlement, et ben justement, ils sont capables mieux cerner un budget et ils sont capables de faire travail par rapport à budget sans difficulté. C'est pas une grande première dans le pays, mais comme nous sommes en cette année 2015 en pleine année électorale, les responsables de l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale ont profité de cette occasion favorable pour la réalisation d'une telle formation. C'est le moment idéal pour bien s'armer en vue de présenter des arguments convaincants aux électeurs. Selon l'économiste Kessner Farel, les dirigeants potentiels doivent se plancher déjà sur le budget pour le prochain exercice fiscal. Si le programme Petro-Caribé n'était pas renouvelé. PAL fait promesse pour 100 milliards de dollars américains, alors que 4 dernières années, les ressources qui sont disponibles dans le pays, c'est 2 milliards de dollars américains. Donc c'est un petit peu ça. Besoin à augmenter de plus en plus parce qu'on a une population qui est extrêmement pauvre, on a des besoins extraordinaires, mais les ressources ne sont pas là et ne sont pas disponibles. Et une chose qui a fait un pile bruit le mois de février, qu'on explique, que pas de trop bien comprendre, c'est l'affaire Petro-Caribé. Nous montrer que un budget qui est fait à 100 dollars américains baril de pétrole, et bien, 122 milliards de gouttes, et bien, elle fait à 50 dollars américains, 109 milliards de gouttes. Et il y a pile possibilité l'année prochaine, Petro-Caribé va exister. Donc, gagner là une situation côté que il y a moins de ressources encore par rapport à des défis par gagner. Les nombreux participants à cette journée sont sortis satisfaits. Ils ont salué cette initiative et sont partis convaincus, munis de nouveaux outils pour mieux gérer la question budgétaire une fois arrivés au pouvoir. Car la politique actuelle exige des dirigeants modernes
informée, adaptée à la réalité du monde et des sociétés en mutation. Nous comprenons que la politique a des exigences. Et nous saluons l'initiative IDEA à prendre, nous saluons tout façon que M. Farel mène un séminaire là. Parce qu'il permet, comme je dit déjà, que nous jouions des outils qui vous permettent de nous renforcer tête nous et développer tête nous. En même temps, tout et faire face à une réalité que nous aidé nous comprendre parce que hier à jeudi, et nous aidé nous comprendre les réalités qui sont réalités critiques et comment pour nous aborder les, comment pour élaborer un plan, vision, objectif et programme et faire face. Et surtout, pour participer à l'élection, quand vous participez à nous qui là, et garder le budget, comment lié et qui obstacle qui a mené par rapport à politique, propre vision par nous et politique par nous, et même proposer nous comment pour élaborer propre budget rectificatif nous, au cas où nous arrivons dans le pouvoir, qui peut permettre que les en phase à propre vision nous, à propre programme nous, qui yo même que n'a pas élaboré. Merci mes séminaires ça, les fondamental et pour nous-mêmes comme parti et pour l'ensemble des autres partis dans la mesure où et ça permet activité politique là moderniser en Haïti. Donc ça fait que nous, les n'a parlé de politique, nous sommes capables d'utiliser un ensemble de chiffres et chiffres yo brillamment présentés par M. Farel. Donc, qui est très utile, nous gagnons un ensemble de chiffres, un ensemble de données statistiques sur l'éducation, sur la santé et sur la pauvreté en Haïti. Ça permet que nous passions de politique de voie et montée à un discours politique moderne qui chita sur des chiffres. Et ça permet tout nous évaluer après nous faire mandat pour nous voir dans quel point et nous atteignons l'objectif, le fait que nous ayons des chiffres de base. À signaler, cette formation a été financée par l'Union européenne. L'inspection générale de la police a présenté le bilan des activités de l'institution pour le mois de mars 2015. Pour la période, 59 dossiers ont été signés et expédiés à la DGPNH. 100 enquêtes sont en cours. 622 actes d'enquête acheminés, 50 plaintes reçues et 2 policiers ont été mis en isolement pour leur implication présumée dans un cas d'homicide dans les NIP. Marc Wilkins-Jean, porte-parole de l'IGPNH, réitère la volonté de l'institution policière à travailler en vue de renforcer le travail des policiers qui consiste à protéger et à servir. Donc maintenant, par rapport à bilan pour mois de mars 2015 par février, donc pour donner statistiques, donc c'est seulement nous isolé 2 personnes et dans le niveau inspection générale par rapport au dossier d'enquête, dont une pour homicide. Donc l'inspection générale a ouvert 100 enquêtes. Donc si on regarde les graphes, ça, qui là, donc on regarde les graphes évolutifs dossiers qui traitaient pendant le premier trimestre là. Donc après pour le mois de janvier, nous avons traité 54 dossiers. Février, c'était 24. Donc pour le mois de mars là, donc nous traité 59 dossiers et qui a cheminé à direction générale de la police. Donc l'autre graphe nous avons regardé, donc nous faisons un graphe comparatif de dossiers qui traitaient pendant le premier trimestre année 2014 et le premier trimestre année 2015. Là. Donc pour le mois de janvier, donc dans le mois de janvier, nous avons 28 dossiers, janvier 2014, donc 28 dossiers contre 54 pour janvier 2015. Pour le mois de février, nous avons 40 dossiers pour 2014 contre 24 pour 2015. Pour le mois de mars, nous avons 37 dossiers dans l'année 2014, mars 2014, contre 59 pour mars 2015. Donc, c'est graphe comparatif dossier nous traités pour année 2014, entre année 2014 à 2015. Donc, ça permet de chaque fois regarder est-ce que nous-mêmes nous n'avons pas avancé ou bien est-ce que nous-mêmes nous avons reculé. Donc, graphe ça, c'est graphe nous servi pour nous garder côté nous par rapport avec le travail que la Direction générale de la police, le ministère de la Justice et de la Société a confié. Donc, acte d'enquête pour le mois de mars 2015, donc c'est environ 620 actes d'enquête qui posaient. Donc, pour 70 dossiers qui traités par la commission. Donc, pour convocation, nous faisons 145. Audition, nous faisons 170. Enquête de voisinage, nous faisons 33. Nous faisons 53 invitations, 20 confrontations, 184 rétentions de chèques,
10 mesures conservatoires, 3 moun isolés. Donc, on levé 6 mesures conservatoires et on levé 2 isolements. Tout est fin prêt pour le coup d'envoi de la 19e édition du traditionnel Festival Rara du Bel-Air. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la Fondation Grand Black, organisatrice de cette manifestation socioculturelle. Les festivités débuteront le 3 avril prochain avec le défilé d'une cinquantaine de bandes à pied en provenance des quartiers populaires de la capitale. La Fondation Grand Black invite tous les amants du Rara à se défouler au Bel-Air les 3, 4 et 5 avril 2015. Reportage signé Jean-Alain Spacajou. Menuisiers, charpentiers, artistes et décorateurs sont au travail pour le traditionnel Festirara du Bel-Air. Nous sommes aux environs de l'église du Perpétuel Secours. Il est 11h, les travaux vont bon train. Et déjà une dizaine de stands ont été construits pour accueillir les milliers de festivaliers attendus du 1er au 3 avril pour la 19e édition du Festirara Naval sous le thème « Bel-Air c'est fierté ». Grégory Léonard explique. Carnaval là, chaque année, dans l'espace Saint-Yo, qui c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous toujours faisons défiler à tout Rara. Mais dans le jour avant, nous toujours bon prélude. Nous avons ce prélude là, vers vendredi, samedi, ça grand jour, défilé, déguisement, Rara, tout ça, c'est toujours comme ça nous fait chaque année. Est-ce qu'il y a une compétition entre Rara, nous déterminons les premiers gagnants, deuxième, troisième, comment ça y est? Bon, nous toujours fait ça. Parce que, spécialement, nous toujours avons des Rara qui sont grand ténor. Nous toujours invités pour ne pas participer dans le concours parce que nous toujours voulons l'autre Rara évoluer. Nous avons Rara Mchaba, envahi à Vili, nous invitons au donner. L'autre Rara qui c'est Samprel Lobo, Samprel Blada, c'est Rara Sao. Souvent, nous remettons soit en coupe ou bien un certificat, une plaque d'honneur quand même. Le festival Rara Naval est une initiative citoyenne, apolitique, une façon pour les habitants de la zone d'envoyer une autre image de leur quartier à l'ensemble de la population. Plusieurs personnes gardent de trop préjugés quand il s'agit du Bel-Air. Bon, à vrai dire, son tradition pour nous-mêmes par rapport avec l'époque Rara. Nous-mêmes dans Bel-Air, nous toujours focus pour nous régler l'activité Rara. Sauf nous avons plusieurs mon ensemble avec nous là, qui a gardé, et puis nous-mêmes, nous avons préparé tout pour nous fêter la période qui va arriver là. Comment l'événement ça nous fait pendant la période Rara là? Comment on bon, pour nous-mêmes, son festival Rara par rapport avec l'époque et vendredi saint, dimanche qui va arriver là, ça veut dire que tout le monde mobilisé là pour nous dans cette période là, et nous prenons tout cœur nous-mêmes en Bel-Air. Ça veut dire que nous allons 3 jours là, nous allons faire un festival Rara dans la zone là? Oui, nous avons vendredi, samedi, dimanche, nous avons un festival énorme là. Et pour nous-mêmes, c'est une première activité qui est en Haïti là pour le moment là. Comment l'événement ça va le faire? Bon, nous avons plusieurs groupes qui performent ensemble avec nous, et puis nous avons plusieurs stands, et puis nous avons défilé et tout, qui a commencé, depuis 4 ans, nous avons défilé, et puis en pile belle bagarre, même avec le carnaval, nous avons chaque année, qui c'est tradition nous-mêmes en Haïti. Il y a un officiel dans le gouvernement qui est présent dans Bel-Air? Bon, on a bien pour le moment, mais qui est une surprise pour nous-mêmes. Comment on a un stand là? On va l'inscrire? Comment le processus pour un stand? Non, le processus c'est seulement on dans Bel-Air et puis on veut supporter l'activité qu'on fait là et puis il y a une opportunité pour faire ça avant tout. Nous-mêmes, Bel-Air pas focus sur l'argent, sur un M. Justifié. On veut porter participation dans le carnaval et puis nous-mêmes ensemble avant. Bon, quand on festival culturel, ça veut dire nous-mêmes dans Bel-Air, nous monter nous safe. Ça veut dire, les gens qui veulent investir, qui veulent venir investir dans le pays, si au niveau Bel-Air, parce que nous-mêmes, nous sommes des artisans qui vivent dans Bel-Air, nous voulons montrer que ça, lui-même, c'est une bagarre nous contrôler. Ça veut dire, ça fait, ouais, toute activité qu'on a fait là, c'est mon Bel-Air qui a fait. Mais bon Rara qui a fait dans le festival là, côté absorti, dans Bel-Air, qui côté absorti même? Il y a absorti Tribo et Babo. Cité Soleil, la Saline Delmade, Fortouron, et Nazon, tout ça, qui vient dans Bel-Air, qui vient dans le défilé. Bon, c'est une festivité que nous toujours organisons chaque année. Nous avons longtemps que nous avons une initiative en main, mais année ça, ils viennent pour l'autre ampleur. Parce que non seulement nous devons tirer un mythe dans l'esprit de toute une série de monde, à savoir que Bel-Air, mais ça qu'il est capable de faire de négativité. Nous disons non, nous avons jeunes, nous avons créativité là, nous. C'est la raison pour laquelle, avec peu de moyens que nous gagnons, chaque zone, chaque base, chaque organisation fait stand par eux
juste pour voter, on vote en plus dans l'activité, festivité Rara, Bel Air. Mais Bel Air, on va tout le monde prendre dans le cadre d'un niveau qui est la plateau Bel Air. Tout Bel Air, c'est 7 blocs qui sont dans la première circonscription, de Misso jusqu'à la Saline. Et nous ne pouvons pas l'irriter dans le cadre de ça tout. Nous devons élargir plus, à savoir que les gens qui sont n'importe côté le son festivité, les gens qui ne pas comme ça, qui fait dans la tour, besoin de découvrir ça qui est bien à Cali, et puis ils viennent garder avec nous. Le comité organisateur annonce que tout est fin prêt pour assurer la sécurité des festivaliers de concert avec la police. C'est une fête populaire, une fête de famille, noyée dans la tradition du pays. Au point de vue sécurité, d'abord nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui vous faites nous confiance d'abord parce que Bel Air, c'est grand Bel Air. Nous n'avons pas parlé de Bel Air, nous parlons de Bel Air, nous parlons de grand Bel Air. Ça veut dire que nous-mêmes, avant tout, nous sécurité nous d'abord. Et puis nous avons un backup, et la police ensemble avec nous, et puis nous avons tant d'autres brigades d'intervention qui ensemble avec nous. Ça veut dire qu'au point de vue sécurité, tout le bagage ok. On nous met le au Bel Air, c'est pour nous toutes ces Bel Air. Au niveau sécurité, nous avons une mobilisation, nous avons un staff qui prépare pour la sécurité. Ça veut dire n'importe côté de sortir, il n'y a pas besoin de venir dans Bel Air, venir dans le festival. Mais quand même, il faut que l'État touche pas au côté que nous réunis. Nous avons environ 500 000 à 1 million de gens qui sont là, surtout pour l'année dernière. Mais nous signifions la police, nous avons que l'État lui-même ne mot pas la dit dans ce que vous faites là. Nous avons garanti de venir dans Bel Air, nous n'avons pas quelqu'un qui est cassé. Dossier spécial à ce journal, les panneaux géants sur la voie publique, véritable danger pour la population, installation anarchique, question de sécurité publique, le rôle de l'État. Un dossier spécial signé Jean-Robert Delciné sur des images de Fablement Moralus. Observez bien. Ces panneaux publicitaires disséminés un peu partout à travers la capitale, n'importe où, n'importe comment, représentent un véritable danger pour le public. Ces panneaux géants, appelés aussi billboards, sont plantés dans plusieurs intersections. Nous sommes actuellement dans le secteur de Pont-Morin, à côté de l'ancien local de la Téléco, reconverti Natcom. Les fils de haute tension sont à quelques centimètres de ces panneaux. On imagine la catastrophe, surtout dans un pays à haut risque et dans une ville comme Port-au-Prince, soumise aux catastrophes naturelles, comme ce fut le cas le 12 janvier 2010. À la rue Lamartinière, Bois-Vernat, au Champ de Mars, c'est le même cas de figure. Le danger est présent. Qui s'occupe de ces structures? Comment sont-elles entretenues? À quelle fréquence on les visite? Qui donne le droit, l'autorisation de les placer? Y a-t-il des mesures de sécurité qui ont été prises? Combien coûte l'installation de ces panneaux? Qui va dédommager en cas de problème? À toutes ces questions, nous vous promettons de continuer à mener notre enquête auprès de qui de droit pour les réponses. Jean-Robert Delciné, Télégalaxie. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.